Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu spécial en Égypte ancienne. Un peu spécial, oui. On ne va pas parler des pyramides ou des grands pharaons. Non, on va s'intéresser à des objets beaucoup plus discrets, presque intimes, les récipients. Tout à fait. Pour cette plongée, on s'est basé sur l'analyse très fine d'artefacts d'un grand musée. Notre mission, c'est de voir comment de simples vases, de simples cuillères peuvent nous raconter des histoires incroyables. C'est exactement ça. Il faut voir ces objets comme des sortes de rébus symboliques. Des rébus, Oui, rien n'est laissé au hasard. La forme, la matière, le moindre détail du décor, tout a un sens. Et tout nous ramène systématiquement aux trois grands piliers de leur civilisation. le Nil. Le Nil, le soleil et cette quête omniprésente de l'éternité. D'accord. Alors, pour commencer à décrypter tout ça, il y a un objet qui me semble parfait. C'est un petit flacon qu'on appelle un vase de Nouvel An. Le nom est déjà une promesse. C'est le point de départ idéal. Alors, visuellement, c'est une fiole assez plate, circulaire, en faïence bleutée. D'accord. Le col imite une tige de papyrus, et de chaque côté de ce col, on a deux petits babouins assis. Comme des gardiens. Et le vase lui-même, Le corps est décoré d'un collier de pétales de lotus stylisé. des babouins, c'est un choix surprenant, non? Eh bien, pas pour les Égyptiens. Ça n'a pas l'air d'être un animal particulièrement majestueux. Pas à nos yeux peut-être, mais pour eux, ils étaient fascinants. Ils avaient observé qu'au lever du jour, les troupes de babouins poussent des cris très forts. Ah oui, et ils ont interprété ça comme une prière, une salutation au soleil qui se lève. Ce sont des babouins solaires. Des intermédiaires avec le divin, en quelque sorte. Exactement. Et du coup, tout fait sens. Le corps du vase, en forme de disque, C'est le disque solaire. voilà, les babouins saluent ce soleil. Ce n'est pas juste un décor, c'est une scène en miniature. C'est incroyable. Et ce collier de lotus, il a une fonction symbolique lui aussi, j'imagine. Bien sûr, le lotus donne l'impression que le vase est paré, presque comme une personne. Cette tendance à animer les objets, à leur donner une vie, c'est très typique de leur pensée. D'accord. Mais le plus explicite, c'est ce qui est écrit dessus. Ah, parce qu'il y a une inscription. Oui, très discrète, sur la jointure. D'un côté, il est écrit qu'Amon donne une bonne année au possesseur de ceci. D'accord. Et de l'autre, que la dorée soit satisfaite, apaisée, et qu'elle donne la vie au possesseur de ceci. La dorée. Qui est-ce? C'est un des surnoms d'Hathor, une déesse extrêmement importante et très aimée. La déesse de la joie, de la fête. C'est ça. Mais elle a aussi un rôle clé dans l'au-delà. C'est elle qui accueille les défunts. Le souhait est donc double en fait. Exactement. On demande à Amon-Vrai, le dieu soleil, une bonne année sur Terre. Et on demande à Hathor d'être satisfaite et apaisée. Et ce mot étep, qu'on traduit par apaisé, est un concept fondamental. Ça ne veut pas juste dire calme, c'est un état de plénitude parfaite. L'état idéal qu'on recherche pour l'éternité. Voilà. Donc ce petit vase, il n'offre pas juste des vœux pour l'année à venir, mais pour une éternité de bien-être. Attendez, Nouvel An, ça me fait penser, ça tombait quand pour les Égyptiens? Ce n'était sûrement pas le 31 décembre. Absolument pas. Le leur était bien plus poétique. C'est-à-dire? Le Nouvel An égyptien, c'était le début de la crue annuelle du Nil vers le 19 juillet, l'événement vital qui marquait le renouveau. Et ça coïncidait avec un phénomène dans le ciel, c'est ça? Oui, le lever héliaque de l'étoile Sirius, qu'ils appelaient Sobdet. L'année était dictée par le fleuve. Il y avait trois saisons. Akhet, l'inondation. Pérelt, la décrue et les semailles. Et Shemou, la saison sèche. Ah, mais oui, alors tout s'emboîte. Exactement. Le papyrus qui forme le col du vase, les fleurs de lotus du collier, Ce ne sont pas de simples décorations végétales. ce sont les symboles mêmes de la vie qui jaillit du Nil au moment du Nouvel An. Précisément, le papyrus, c'est la vie foisonnante. Et le lotus bleu qui s'ouvre le matin et se ferme le soir. C'est le cycle de la mort et de la renaissance. C'est ça. Ce petit flacon, c'est une véritable cosmologie de poche. Ce souhait pour une bonne année, est-ce qu'on le retrouve sur d'autres objets, peut-être dans des contextes différents? On le retrouve, mais il est adapté. Par exemple, à la même époque, on fabriquait de grands vases funéraires en argile. Ah, là on change d'échelle. Complètement. Le petit vase, c'était pour un parfum. Ces grands vases, eux, étaient fabriqués pour les tombes, pour contenir de l'eau, de la bière. Des provisions pour le défunt. Oui.
Et leur état de conservation est souvent parfait, ce qui prouve qu'ils n'ont jamais servi de leur vivant. Et le décor, j'imagine, est plus riche. Beaucoup plus riche. On retrouve les pétales de lotus, bien sûr, mais on a aussi des scènes complètes dans les fourrés de papyrus, le paysage paradisiaque égyptien. On y voit des oiseaux, des serviteurs qui apportent des offrandes. Le message est le même, mais en plus grand. Exactement. Le souhait n'est plus pour une bonne année, mais pour des millions d'années de vie prospère dans l'au-delà. C'est fascinant de voir cette cohérence. Mais depuis quand ces symboles existent-ils? Est-ce que ça remonte à la nuit des temps? C'est une excellente question. Et la réponse est oui. Si on remonte au 4e millénaire avant notre ère, à la période prédynastique, on trouve des poteries de la culture de Nakada. Et même sans hiéroglyphes, les motifs sont déjà là. Ils nous parlent déjà. Énormément. On voit des lignes en zigzag. Le symbole de l'eau. Oui. On voit des bateaux, le moyen de transport sur le Nil. On trouve des spirales, un très ancien symbole solaire, Même avant les pharaons. des milliers d'années avant la première pyramide. Toute la grammaire visuelle de la civilisation égyptienne est déjà là, en germe. On a beaucoup parlé de poterie d'argile, mais les Égyptiens sont aussi les maîtres de la pierre. On retrouve la même logique. La logique est la même, mais le matériau ajoute une autre dimension. La pierre, c'est le matériau de l'éternité. Bien sûr. Un vase en argile peut se briser, un vase en pierre, lui, est éternel. Il garantit la pérennité de son contenu. Parfait pour une tombe donc. Parfait. Pas pratique au quotidien, souvent trop lourd, mais idéal pour l'éternité. Il y a d'ailleurs une histoire assez folle liée à un de ces vases en albâtre. Oui, une véritable odyssée. Ce vase a été retrouvé dans les galeries de la pyramide du roi Djoser, au XXVIIe siècle avant notre ère. D'accord. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est encore plus ancien que la pyramide. Il faisait partie d'un stock immense de près de 40 000 vases. Pardon, 40 000? Oui, 40 000. Mais c'est énorme. Où est-ce qu'on entrepose 40 000 vases en pierre? C'est une très bonne question. Djoser a fait rassembler cette vaisselle de pierre des tombes de ses prédécesseurs. Pour les réensevelir? Oui, rituellement. C'était une façon d'absorber la puissance de ses ancêtres. Et l'histoire ne s'arrête pas là, si je me souviens bien. Non. Dans les années 60, ce même vase a été offert par le président Nasser à l'Union soviétique. Un cadeau diplomatique en pleine guerre froide. Pour les remercier vivait de la construction du barrage d'Assouan. Un objet de 5000 ans. C'est fou. C'est une histoire incroyable. On est là dans le trésor royal. Mais est-ce que cette magie des objets se retrouvait aussi dans des choses plus intimes, plus quotidiennes? Absolument. Prenez par exemple ces petits récipients à cosmétiques en forme de femme enceinte. Oui, La forme est très spécifique. Et elle a une double signification. D'abord, fonctionnelle. Des analyses ont montré qu'il contenait de l'huile de BN. pour les vergetures? Exactement. La forme reflète la fonction. C'est logique. Mais en regardant de plus près, il y a un détail étrange. Les jambes, la poitrine, ce n'est pas tout à fait humain. Bien vu. Ce sont les membres d'une femelle hippopotame. Ah oui, pourquoi? Car l'objet ne représente pas seulement une femme, mais aussi la déesse Taoret, la déesse hippopotame. La protectrice des femmes enceintes. Précisément. L'objet fusionne l'image de la femme et de sa divinité. C'est un talisman, à la fois pratique et magique. Dans ce même registre de la beauté, il y a ces objets d'une finesse incroyable, les cuillères à phare. Ah oui? Elles ont des formes magnifiques. Une jeune fille qui nage, un bouquet de lotus. On imagine tout de suite une femme élégante s'en servant. C'est l'image d'Épinal, et c'est Champollion qui leur a donné ce nom. Mais la réalité est sans doute plus complexe. Ah bon? Mais ça semble tellement évident. Une cuillère, du phare. Justement, le problème, c'est le contexte. On les a quasiment toutes retrouvées dans des tombes ou des temples, jamais dans des maisons. D'accord, c'est un indice. Et les rares inscriptions qu'on trouve dessus n'évoquent jamais le maquillage. On lit plutôt des formules comme Puisses-tu respirer l'odeur de la myrrhe ?» De la myrrhe, de l'encens. Oui, Donc, attendez, ce ne sont pas du tout des cuillères à phare. probablement pas, non. C'est fou, ce nom est tellement ancré dans l'imaginaire collectif. Le consensus aujourd'hui penche vers une fonction rituelle. Elle servait à présenter de petites quantités de substances précieuses et odorantes, de l'encens lors des rituels. Pour plaire aux dieux, en fait. Pour plaire aux dieux ou aux morts. L'odeur agréable était un signe de la présence divine. Et parmi ces cuillères, il y en a une qui est un chef-d'œuvre absolu. Celle en forme de jeune fille qui nage. C'est plus qu'un objet, c'est une sculpture miniature. La pièce est d'une beauté à couper le souffle. Elle date du règne d'Amenhotep III, un âge d'or artistique. La jeune fille est en ivoire, sa perruque en ébène, un bois précieux, et le récipient qu'elle pousse est une fleur de lotus. C'est difficile d'imaginer un objet aussi fragile et précieux être utilisé, même pour un rituel.
Il n'a probablement jamais été utilisé. Cet objet incarne à la perfection le concept égyptien de Néfer. C'est-à-dire? Néfer, c'est le beau, le bon, le parfait, l'achevé. Pour les Égyptiens, l'art, c'était recréer sur Terre la perfection du monde des dieux. La fonction de cet objet, c'est sa beauté même. Placé dans la tombe, c'était une offrande magique, conçue pour fonctionner pour l'éternité. La jeune fille présentant son offrande pour toujours. Sur un île imaginaire, oui. Alors, si on récapitule tout ça, en partant d'un simple souhait de nouvel an sur une fiole, on a vu comment les Égyptiens ont imprégné chaque objet de leur vision du monde. C'est ça. Le cycle du Nil comme source de vie, les dieux comme protecteurs, et cette préparation incroyable pour une éternité imaginée comme une version parfaite de la vie terrestre. Et le fil conducteur qui relie tout ça, c'est l'eau. Le cycle de l'eau, de la crue du Nil, connecte le vase, les scènes dans les marais, les plantes aquatiques, Et même cette jeune fille qui nage. qui nagent pour l'éternité. La vie, offerte par le Nil, est le cadeau ultime qu'on espère recevoir pour une année, ou pour des millions d'années. Ces objets, créés il y a des milliers d'années, étaient donc remplis de sens et de fonctions pour l'éternité. Et ça soulève une question intéressante. Si dans 3000 ans, des archéologues découvraient nos objets du quotidien, un smartphone, une tasse à café, que raconteraient-ils de notre propre vision du monde, de nos espoirs, et de ce que nous considérons comme éternel ?